Qu'est-ce que le temps, vraiment? Une horloge qui avance sans arrêt ou une illusion qui nous capture dans son réseau? Restez jusqu'à la fin et découvrez pourquoi certains affirment que le temps n'est rien de plus qu'une illusion. Le concept du temps a fasciné l'humanité depuis des temps immémoriaux. Aristote le définissait comme la mesure du changement, tandis que pour Newton, c'était un flux continu et absolu. En revanche, Einstein a révolutionné cette conception en introduisant la théorie de la relativité, postulant que le temps n'est pas constant et absolu, mais relatif et flexible, dépendant de l'observateur et de sa vitesse relative. Le temps est donc une dimension dans laquelle les événements sont mesurés, permettant de classer les expériences en séquences de passé, présent et futur. Cependant, cette définition n'est qu'une approximation, car, dans son essence, le temps reste l'un des plus grands mystères de l'univers. Quand le temps a-t-il commencé? Pour aborder cette question, il est nécessaire de remonter à l'origine de l'univers. Selon la théorie du Big Bang, il a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, quand une singularité extrêmement dense et chaude a explosé, donnant naissance à l'espace et au temps tels que nous les connaissons. Avant cet événement, les lois de la physique n'étaient pas applicables, et parler de « avant le Big Bang » n'a pas de sens dans notre compréhension actuelle, car avant cela, il n'existait rien. Ce début pose un paradoxe fascinant. Quelque chose peut-il vraiment commencer sans un « avant » ? Si aucun temps n'existe avant le Big Bang, la question de ce qu'il y avait avant est intrinsèquement inapplicable. Ce paradoxe défie notre connaissance et nous mène à la frontière de la physique théorique et de la philosophie. La théorie de la relativité générale d'Einstein nous dit que le temps et l'espace sont interconnectés dans une structure quadridimensionnelle appelée espace-temps. Dans cette structure, le temps peut être distordu par la gravité et la vitesse. Par exemple, près d'un trou noir où la gravité est extrêmement intense, le temps ralentit considérablement par rapport à une région avec moins de gravité. Ce phénomène, connu sous le nom de dilatation temporelle, a été confirmé par des expériences utilisant des horloges atomiques, qui montrent des variations minuscules mais précises dans la mesure du temps à différentes altitudes et vitesses. Néanmoins, le temps n'est pas un fleuve imperturbable qui coule éternellement vers le futur. Dans les profondeurs de la physique théorique, des questions surgissent sur son ultime destin. Quand s'arrêtera-t-il? Arrivera-t-il un jour où le temps cessera d'exister? Son destin est étroitement lié à celui de l'univers. En physique théorique, il existe plusieurs hypothèses sur comment pourrait évoluer l'univers et par conséquent le temps. L'une d'elles est celle du Big Freeze, ou grande gelée. Dans ce scénario, l'univers s'étendrait éternellement, les étoiles épuiseraient leur carburant et s'éteindraient, et l'entropie atteindrait son maximum. Dans cet état, il n'y aurait pas d'événement significatif pour marquer le passage du temps, donc tel que nous le connaissons, il perdrait son sens. L'hypothèse du Big Freeze suggère que, à mesure que l'univers continue de s'étendre, les distances entre les galaxies augmenteraient tellement que l'interaction entre elles serait pratiquement nulle. Les étoiles existantes finiraient par s'éteindre, et sans nouvelles étoiles se formant, l'univers deviendrait un endroit sombre et froid. L'entropie maximale impliquerait un état d'équilibre thermique, où il n'y aurait aucune différence d'énergie pour effectuer aucun type de travail, résultant en un temps mort. Une autre hypothèse est celle du Big Crunch. Cette théorie propose que l'expansion de l'univers s'arrêtera, commencera à s'inverser. Éventuellement, toute la matière et l'énergie de l'univers s'effondreraient de nouveau dans une singularité, un point de densité infinie, similaire à l'état dans lequel il se trouvait avant le Big Bang. Dans ce cas, le temps pourrait atteindre une fin définitive. Si tout l'univers s'effondre dans une singularité, les lois connues de la physique cesseraient de s'appliquer et le concept temporel pourrait cesser d'avoir un sens. Une troisième hypothèse, mais non moins intéressante, est celle du Big Rip. Cette hypothèse suggère que l'expansion de l'univers non seulement continuera, mais s'accélérera jusqu'à un point où les forces qui maintiennent ensemble les galaxies, les étoiles et finalement les atomes ne pourront pas contrer cette expansion. À ce moment-là, toutes les structures de l'univers se déchireraient. Ce processus culminerait dans la destruction totale de la matière, ce qui résulterait dans l'arrêt absolu du temps. Le grand paradoxe du temps réside dans le fait que, bien qu'il soit une dimension fondamentale de notre réalité, son destin ultime est plein d'incertitudes.
Les différentes théories cosmologiques présentent des fins possibles où il pourrait perdre son sens ou cesser complètement. La science n'a pas encore résolu ces énigmes, et nos meilleures théories restent des spéculations fondées. La possibilité de voyager dans le temps, de défier les barrières du présent et d'explorer les confins du passé et du futur a capturé l'attention des esprits brillants dans le domaine scientifique. Ce concept, loin d'être une simple spéculation de science-fiction, a été l'objet d'études par des figures éminentes, comme le professeur Ronald Mallett de l'Université de Connecticut, qui s'est embarqué dans l'entreprise de construire une machine tangible. La machine à voyager dans le temps proposée par Mallett ne ressemble pas aux fantaisies cinématographiques. Au lieu de capsules brillantes et d'éclairs de lumière, cette machine se manifeste comme un dispositif qui utilise des lasers pour créer un champ gravitationnel capable de tordre le tissu même de l'espace-temps. Son objectif est d'arrêter une particule dans son parcours, permettant ainsi qu'elle voyage vers le passé, défiant les paradigmes établis par des siècles de pensée scientifique. Au-delà de la simple curiosité scientifique, la recherche de cette machine pose des questions fondamentales sur sa nature même. Existe-t-il vraiment le temps comme nous le concevons? Fonctionne-t-il de la manière que nous avons mesuré jusqu'à présent? Ou est-il susceptible d'être façonné et manipulé par les forces de l'univers? Le paradoxe du temps émerge lorsque nous contemplons les implications de cette technologie hypothétique. Que se passe-t-il si nous recevons une particule du futur, enregistrée avec la date exacte de son envoi, seulement pour découvrir que nos actions présentes contredisent son arrivée? La particule se désintègre-t-elle, niant sa propre existence, ou sommes-nous condamnés à suivre un cours prédéterminé, incapables d'altérer le flux temporel? Ce paradoxe non seulement défie nos notions de causalité et de libre arbitre, mais nous invite à réfléchir sur l'étendue de notre compréhension de l'univers. Résoudre cette énigme ne serait pas seulement un accomplissement scientifique monumental, mais un jalon dans la quête humaine pour démêler les secrets les plus profonds du cosmos. L'une des manières les plus claires d'aborder ce paradoxe est à travers ce que l'on connaît comme le paradoxe du grand-père. Ce mystère nous plonge dans un labyrinthe de possibilités et de conjectures sur la nature du temps et son influence sur notre destin. Pour mieux la comprendre, nous devons nous engager dans un exercice hypothétique. Imaginons que nous possédons la capacité de voyager dans le temps, transcendant les limitations du présent pour explorer les recoins du passé. Dans cette hypothétique traversée, nous nous trouvons face à un dilemme intrigant. Visiter notre grand-père à une époque antérieure à la conception de notre père. Supposons que, avec l'intention de changer radicalement le cours des événements, nous décidions de mettre fin à la vie de notre grand-père, avant qu'il ait l'opportunité d'engendrer notre père. Si nous réussissions à accomplir cet objectif, quelles conséquences se déclencheraient? Ce scénario pose un paradoxe fondamental. Si nous éliminons notre grand-père avant que notre père ne naisse, nous-mêmes ne pourrions pas exister. Sans notre existence, nous n'aurions jamais pu voyager dans le passé pour commettre un tel acte. Les interprétations de ce paradoxe divergent dans plusieurs directions, chacune offrant une perspective unique. D'un point de vue conventionnel, on argue que l'existence d'une machine à voyager dans le temps qui permette de modifier le passé est improbable. Selon cette vision, toute tentative de modifier des événements passés conduirait inévitablement à des inconsistances et des paradoxes qui rendraient ce voyage inviable. Une autre perspective soutient que le destin humain est prédestiné et que toute tentative de le modifier serait vaine. Sous cette optique, l'univers trouverait une manière de corriger toute déviation. Ainsi, dans notre exemple, quelque chose empêcherait que nous réussissions notre objectif d'éliminer notre grand-père, assurant ainsi la continuité de la ligne temporelle. Une interprétation plus radicale suggère que le temps est une entité unique et définitive, sans passé ou futur distinguable. Dans ce modèle, le présent est la seule réalité tangible, et toute tentative de voyager dans le passé ou le futur est simplement une illusion. Il existe également des théories qui postulent l'existence de multiples lignes temporelles ou réalités parallèles. Dans ce contexte, nos actions dans le passé pourraient créer des ramifications et des bifurcations dans la ligne temporelle, donnant lieu à des univers alternatifs. De cette manière, l'acte d'éliminer notre grand-père n'affecterait pas notre existence dans notre ligne temporelle originale, mais générerait une nouvelle réalité dans laquelle nous n'existerions pas. Une vision optimiste suggère que le libre arbitre peut influencer le cours des événements,
permettant la coexistence de multiples réalités. Dans ce cas, nos décisions et actions pourraient donner lieu à de nouvelles lignes temporelles, chacune se développant de manière indépendante. Le paradoxe du grand-père nous invite à réfléchir. À travers ce réseau complexe de possibilités et de conjectures, nous faisons face à l'incertitude et à la danse complexe entre le destin et la libre volonté. Mais l'exploration du temps et ses mystères a conduit les scientifiques et les philosophes à affronter de multiples paradoxes. Regardons quelques-uns des plus intéressants. Le paradoxe des jumeaux, proposé par la théorie de la relativité d'Einstein, décrit un scénario où l'un de deux jumeaux identiques voyage à grande vitesse dans l'espace, tandis que l'autre reste sur Terre. À son retour, le jumeau voyageur est plus jeune que le jumeau qui est resté. Ce phénomène, connu sous le nom de dilatation temporelle, démontre que le temps passe différemment selon la vitesse et la gravité. Un autre paradoxe est celui de l'information, qui est lié au trou noir et à la théorie de Stephen Hawking. Selon la théorie, lorsque quelque chose tombe dans un trou noir, l'information sur son état initial semble se perdre à jamais. Néanmoins, cela contredit les principes fondamentaux de la mécanique quantique qui soutiennent que l'information ne peut être détruite. Le paradoxe de l'information a conduit à des débats intenses et à de nouvelles théories sur la nature des trous noirs et le destin de l'information dans l'univers. Il faut également parler du paradoxe de la causalité, qui se présente lorsque nous essayons de déterminer ce qui cause quoi dans une séquence temporelle. Dans un scénario de voyage dans le temps, un effet pourrait précéder sa cause, créant une boucle de causalité où il est impossible de discerner quelle a été l'origine de l'événement. Ce paradoxe nous amène à considérer la possibilité que le temps puisse être plus complexe que ce que nous pensons. Les trois derniers paradoxes ne sont pas moins intrigants. Le paradoxe de la prédestination, par exemple, implique que les événements de voyage dans le temps sont prédéterminés et ne peuvent être changés. Dans ce paradoxe, un voyageur tente de modifier le passé pour éviter un événement tragique. Mais ses actions s'avèrent être la cause même de l'événement qu'il tentait de prévenir. Ce cycle temporel suggère que le destin est écrit et que toute tentative de le modifier ne fait que réaffirmer son inévitabilité. De même, la boucle causale est un paradoxe où un événement est à la fois la cause et l'effet de lui-même. Par exemple, une personne pourrait voyager dans le passé et donner à son moi plus jeune l'idée de construire une machine à voyager dans le temps. Cet événement forme un cycle fermé où il n'y a pas de début clair. Le paradoxe de la boucle causale défie les paradigmes selon lesquels tous les événements doivent avoir une cause antérieure et soulève des questions intrigantes et intéressantes. Enfin, nous avons un cas qui, bien que ce ne soit pas un paradoxe du temps au sens strict, est lié à l'existence de civilisations extraterrestres. Il s'agit du paradoxe de Fermi. Dans un univers vaste et ancien, la probabilité de vie intelligente devrait être élevée, mais nous n'avons aucune preuve de contact avec d'autres civilisations. Cette contradiction soulève des questions sur le temps qu'il faut à une civilisation pour se développer et la durée de son existence. Peut-être les civilisations se détruisent-elles avant de pouvoir communiquer, ou peut-être le temps que nous avons pour détecter des signaux est-il trop court par rapport à l'échelle du cosmos. Ces illustrations nous invitent à réfléchir sur la nature même de la réalité et l'étendue de notre compréhension de l'univers. À travers ce réseau complexe de possibilités et de conjectures, nous faisons face à l'incertitude et à la danse complexe entre le destin et la libre volonté. La vérité est que, tandis que la science continue de progresser et de fournir de nouvelles réponses, ces paradoxes demeurent comme des rappels de combien nous ignorons encore sur l'univers et l'énigme du temps. Si vous appréciez cette recherche intéressante, alors abonnez-vous au canal et activez la cloche de notification. N'oubliez pas que c'est gratuit et que cela nous aide plus que vous ne pouvez l'imaginer. Commençons cette deuxième partie en parlant de quelque chose qui nous oblige également à penser et à réfléchir un peu. La flèche du temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le temps semble toujours avancer dans une seule direction, du passé vers le futur? Pourquoi les objets tombent-ils au sol, mais ne se lèvent-ils jamais spontanément? La réponse à ces questions a déconcerté les scientifiques, les philosophes et les cosmologues pendant des décennies. En physique classique, les lois sont symétriques dans le temps. Cela signifie que, théoriquement, nous devrions voir les événements qui se produisent à la fois dans le passé et dans le futur, et que nous devrions nous souvenir à la fois du passé et du futur. Mais
la réalité que nous expérimentons au quotidien semble violer cette symétrie. Pourquoi? La réponse se cache dans la notion fascinante et énigmatique de l'entropie, la mesure du désordre et du manque d'organisation d'un système. La deuxième loi de la thermodynamique, l'un des principes fondamentaux de la physique, nous dit que l'entropie tend à augmenter avec le temps dans un système isolé. Cela implique que l'univers tend vers un état de plus grand désordre dans le futur. C'est comme s'il avait une direction préférée, une flèche qui pointe vers l'avant. Les événements qui se produisent dans la direction de l'augmentation de l'entropie sont perçus comme le futur, tandis que les événements dans la direction opposée sont perçus comme le passé. Il est étonnant de voir comment une simple mesure du désordre peut influencer la perception du temps. La deuxième loi de la thermodynamique est comme une sentence impitoyable, une vérité inévitable qui gouverne notre univers. Elle nous dit que l'entropie, indicateur de désordre et de chaos, ne peut qu'augmenter, jamais diminuer. C'est comme si l'univers était destiné à sombrer dans l'obscurité du chaos. Le temps, ce flux mystérieux qui nous accompagne tout au long de nos vies, n'avance que dans une direction, celle où l'entropie croît de manière débridée. Imaginez une bibliothèque avec des étagères parfaitement ordonnées et des livres méticuleusement alignés. Chaque jour, les bibliothécaires travaillent avec diligence pour maintenir cet ordre, remettant les livres à leur place désignée et s'assurant que tout est en ordre. Cependant, au fil des années, l'entropie commence à se manifester. De petits manquements s'accumulent, un livre mal placé ici, de la poussière qui s'accumule là. Avec le temps, l'ordre méticuleux commence à se dissiper. Les pages des livres commencent à jaunir, la poussière s'accumule sur les étagères et certains livres s'usent avec l'utilisation. Malgré les efforts continus des bibliothécaires, le chaos s'infiltre progressivement dans la bibliothèque. Un jour, une étagère se déséquilibre légèrement à cause de l'usure, provoquant la chute de plusieurs livres au sol avec fracas. La scène est chaotique, des livres dispersés, des pages froissées, et l'ordre méticuleusement maintenu est interrompu. Ce qui est le plus surprenant dans tout cela, c'est ce qui se passe après le chaos initial. Bien que les bibliothécaires puissent restaurer l'ordre superficiellement, les livres ne reviennent jamais exactement à leur état original. Les pages froissées ne se lissent pas complètement. Les marques de poussière persistent et certaines couvertures restent endommagées de façon permanente. C'est comme si le temps lui-même avait laissé une empreinte indélébile sur chaque livre et étagère, les marquant à jamais avec le sceau du passage du temps et la marche inévitable vers le désordre. Ceci est une preuve irréfutable que le chaos et l'entropie ne peuvent qu'augmenter, jamais reculer, du moins de notre point de vue. Et cela n'est pas juste l'histoire d'une simple bibliothèque, c'est une loi fondamentale de l'univers. Avec le temps, l'entropie de l'univers ne fait qu'augmenter, nous menant inévitablement vers un destin de chaos et de désordre. C'est une vérité saisissante et excitante qui nous rappelle combien éphémère et fugace est l'ordre et la structure dans le vaste et mystérieux cosmos. La flèche du temps soulève également des implications philosophiques profondes. Si tout tend vers le désordre, qu'est-ce que cela signifie pour notre existence? La vie elle-même semble être une bataille constante contre l'entropie, un effort pour maintenir l'ordre et la cohérence dans un univers qui tend vers le chaos. Chaque acte de création, chaque structure complexe que nous construisons est une petite victoire contre la marée impitoyable du désordre. Mais cette lutte n'est pas éternelle. Éventuellement, les étoiles s'éteindront, les planètes se désintégreront et l'univers atteindra un état d'entropie maximale, connu sous le nom de mort thermique. Dans cet état final, il n'y aura plus d'énergie utilisable et l'univers deviendra un endroit froid et homogène, sans structure ni événement significatif. Aussi sombre que cela puisse paraître, la flèche du temps nous enseigne également à apprécier le présent. Chaque moment d'ordre et de beauté dans l'univers est quelque chose de spécial et de transitoire. La vie, avec toute sa complexité et sa merveille, est un phénomène extraordinaire au milieu d'un cosmos qui s'effondre inévitablement. Alors, comment réconcilions-nous cette vision avec notre expérience quotidienne? Nous vivons nos vies sans penser à l'entropie ou à la deuxième loi de la thermodynamique. Néanmoins, ces lois physiques sous-tendent tout ce que nous faisons. Depuis les dispositifs que nous utilisons jusqu'aux systèmes biologiques qui nous maintiennent en vie, tout est influencé par ces forces fondamentales. La flèche du temps, dictée par l'augmentation de l'entropie, est une caractéristique essentielle de notre univers.
Elle nous donne une direction, un sens de progression, et définit l'irréversibilité des événements. Bien que nous ne puissions ni voir ni toucher le temps, son influence est inéluctable. Elle nous rappelle que nous sommes sur un voyage unidirectionnel, du passé vers le futur, et que ce voyage est guidé par les lois fondamentales de la physique. En termes cosmologiques, la flèche du temps se définit par la direction dans laquelle l'univers s'étend. Cette direction spécifique ne détermine pas seulement comment nous percevons le flux du temps, mais elle est également intimement liée au concept d'entropie, la mesure du désordre et du manque d'organisation dans un système fermé. L'entropie, selon la deuxième loi de la thermodynamique, tend à augmenter avec le temps dans un système isolé. Ce principe fondamental implique que, à mesure que l'univers s'étend et évolue, l'entropie globale tend à s'accroître. Cette tendance vers un état de plus grand désordre est cruciale pour comprendre pourquoi nous percevons une direction unique du temps, du passé vers le futur. Si nous considérions un univers qui se contractait au lieu de s'étendre, la direction de la flèche du temps cosmologique serait inversée. Ceci suggère que l'expansion de l'univers n'est pas seulement un processus observable, mais agit également comme le moteur sous-jacent qui pousse le flux du temps vers l'avant. En d'autres termes, l'univers en expansion définit la direction dans laquelle nous percevons le temps qui s'écoule. La connexion intime entre l'expansion de l'univers et la flèche du temps soulève des questions profondes. Si nous ne pouvions pas mesurer les changements par rapport à d'autres événements ou systèmes, nous n'aurions aucune notion de temps telle que nous la comprenons. Ceci souligne comment la perception du temps est intrinsèquement liée aux phénomènes physiques et cosmologiques que nous observons et mesurons dans l'univers. Du point de vue théorique, certaines interprétations avancées, comme la théorie du bloc de temps, proposent que le passé, le présent et le futur existent simultanément comme une réalité statique. Selon cette vision, tous les moments temporels sont également présents dans un bloc atemporel, défiant la notion d'un flux continu du temps. Cependant, cette théorie s'oppose à la perception commune du temps comme une rivière en mouvement vers l'avant, influencée par l'expansion de l'univers et l'augmentation de l'entropie. En physique moderne, les théories sur le temps et sa nature ont évolué vers des concepts surprenants qui défient notre intuition la plus basique. L'un de ces concepts révolutionnaires est l'idée que l'existence du temps est intrinsèquement liée à la capacité de le mesurer, une perspective qui a été anticipée par Albert Einstein et développée ultérieurement par plusieurs scientifiques éminents. Selon Einstein, nous ne pouvons considérer comme réel que ce que nous pouvons mesurer. Dans le contexte du temps, cela implique que la mesure du temps dépend de l'interaction entre des particules avec masse, comme le boson de Higgs, et d'autres particules sans masse. Cette interaction est fondamentale non seulement pour la physique des particules, mais aussi pour comprendre l'essence même du temps. La théorie du bloc de glace propose une vision radicale du temps, comme une dimension de plus de l'espace, où le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. Selon cette théorie, tout l'univers, y compris chaque événement passé, présent et futur, existe dans un état fixe et immuable, comme s'il était congelé dans un bloc atemporel. Ceci résiste à notre intelligence commune du temps comme une rivière qui coule de manière linéaire, suggérant plutôt que toutes les possibilités temporelles sont également réelles et accessibles. Cette idée a des implications philosophiques et physiques profondes. Si l'avenir est déjà prédéterminé et qu'il n'y a pas de libre arbitre, comme le suggère le bloc de temps, alors notre expérience du temps comme une séquence continue d'événements pourrait être une illusion. Chaque moment temporel, depuis le début de l'univers jusqu'à son destin final, serait également réel et présent dans ce bloc statique de temps. Cependant, un paradoxe intrigant surgit lorsque nous considérons la rétrocausalité quantique, un phénomène proposé dans la mécanique quantique où les effets pourraient influencer leur cause, modifiant rétroactivement le flux normal de cause à effet. Ceci suggère la possibilité que l'avenir puisse affecter le passé. La combinaison du bloc de temps avec la rétrocausalité quantique nous amène à contempler un univers où la notion de temps linéaire et progressif s'évanouit, remplacée par un cosmos atemporel où chaque état et événement doit être interprété en relation avec d'autres. Cet univers atemporel serait imprégné d'un réseau complexe d'interactions énergétiques et d'informations qui connectent tous les moments temporels de manière non linéaire. De cette perspective, nos actions présentes pourraient avoir des répercussions non seulement sur l'avenir, comme nous le concevons traditionnellement,
mais aussi sur le passé, affectant rétroactivement notre propre histoire. Ce panorama rompt avec les structures conceptuelles établies et ouvre la porte à de nouvelles interprétations sur la nature du temps, la causalité et la réalité même de l'univers. À la pointe de la physique théorique contemporaine figurent des théories audacieuses. L'une de ces théories révolutionnaires a été proposée par Stephen Hawking et le physicien belge Thomas Hertog, qui postule que l'univers n'existe pas sous une forme objective et préexistante, mais que sa réalité se configure à travers nos observations présentes. Cette idée se fonde sur le principe de haut en bas, où le passé acquiert un sens seulement lorsqu'il est interprété depuis le présent. Depuis cette perspective, chaque observation que nous faisons de l'univers ne révèle pas seulement son état actuel, mais définit également rétroactivement son histoire passée. Cette vision radicale conduit à considérer que nos perceptions et questions actuelles sont activement en train de façonner et de créer le passé de l'univers. L'avancée vers des théories plus avancées, comme la théorie des cordes et les univers multiples, est une autre étape cruciale dans cette exploration. Ces théories suggèrent que l'univers n'est pas une entité statique et définie une fois pour toutes, mais qu'il est en constante émergence et expansion à mesure que nous interagissons avec lui. Jusqu'à il y a un peu plus d'un siècle, on croyait en un cosmos statique et éternel. Cependant, les avancées scientifiques ont démontré que l'univers est en constante transformation. Le télescope spatial James Webb, par exemple, représente un jalon monumental dans notre capacité à sonder les coins les plus reculés et les plus anciens de l'univers. Cet instrument ne nous permet pas seulement d'observer des objets distants, mais il nous fournit également des données qui peuvent réécrire notre compréhension du passé cosmique. De futurs télescopes et observatoires promettent d'approfondir encore plus cette exploration, offrant de nouvelles perspectives sur les origines et l'évolution de l'univers. La notion d'un début absolu du cosmos est remise en question par ces théories, qui suggèrent la possibilité de multiples débuts ou conditions initiales. Ceci implique que l'univers pourrait avoir émergé d'une superposition d'états avec diverses configurations initiales, et que notre réalité actuelle est le résultat d'une longue série de sélections parmi un vaste ensemble de variables cosmiques. Dans ce contexte, la causalité, traditionnellement perçue comme une séquence linéaire de cause à effet, se révèle être une illusion lorsqu'elle est examinée à la lumière de ces théories avancées. La physique moderne nous met au défi de reconsidérer la nature fondamentale du temps, de l'espace et de la réalité elle-même, offrant une image d'un univers dans lequel nos actions et observations actuelles jouent un rôle actif dans la création et la configuration du passé et, par conséquent, du futur. Maintenant, je vous invite à partager votre opinion. Que pensez-vous du temps? Est-ce une réalité tangible, une illusion perceptuelle, ou peut-être une construction de notre esprit? Malgré nos avancées, il est toujours bon de se rappeler qu'il y a peu de temps, nous croyions encore que la Terre était plate. Même les idées des géants comme Albert Einstein sont remises en question par la mécanique quantique, où quelque chose peut exister et ne pas exister en même temps. Aujourd'hui, nous explorerons 10 théories cosmologiques qui feront exploser votre cerveau et vous feront douter de notre propre existence. Allons droit au contenu. Théorie du multivers. Nous commençons avec la théorie du multivers, une hypothèse fascinante qui suggère l'existence de multiples univers en dehors du nôtre. Si l'on considère que notre cosmos contient 350 milliards de galaxies et que l'univers observable couvre 94 milliards d'années-lumière, l'idée d'un multivers encore plus grand est vertigineuse. Bien que cela puisse paraître novateur, l'idée remonte aux philosophes grecs anciens comme Leucippe et Démocrite. La théorie a été développée au fil des siècles et le terme multivers a été utilisé pour la première fois par William James en 1895. Visualiser des multivers pourrait se comparer à une piscine de balles où chaque balle représente un univers distinct. Même sans preuve concrète, la théorie du multivers devient une considération valable face aux lacunes des théories cosmologiques actuelles. En prenant en compte le Big Bang, la théorie dominante affirme que notre univers a été généré par une explosion, il y a 13,8 milliards d'années. Mais qu'y avait-il avant cette explosion? Le multivers suggère que notre Big Bang n'est qu'un parmi d'autres, générant des univers indépendants.
Certains soutiennent que cela expliquerait l'ajustement fin des constantes physiques et pourquoi les lois fondamentales sont idéales pour l'apparition de la vie. Avec un nombre infini d'univers, il y aurait une infinité de combinaisons d'atomes et de particules, dont certaines permettant la vie. Théorie de la simulation. Nous entrons maintenant dans le domaine intrigant de la théorie de la simulation. Cette idée, qui pourrait paraître absurde au premier abord, a pourtant reçu le soutien de figures éminentes de la science. Elle suggère que notre réalité, y compris l'univers et tout ce qui le compose, serait en fait une simulation informatique créée par une civilisation supérieure. Cela peut ressembler au scénario du film Matrix, mais la base de cette théorie remonte à un article de 2003 du professeur d'Oxford, Nick Bostrom, intitulé « Are you living in a computer simulation ?» Selon cette hypothèse, une civilisation technologiquement avancée pourrait créer des simulations si complexes que les êtres simulés, c'est-à-dire nous, croiraient vivre dans un univers physique tangible sans réaliser que tout est inventé. Les défenseurs de cette théorie soulignent les progrès rapides de la réalité virtuelle et des simulations informatiques dans notre société. Bien que les jeux actuels comme Sims et Minecraft soient encore loin de cette complexité, il est raisonnable de penser qu'un jour, des personnages de jeu pourraient devenir si avancés qu'ils seraient capables de penser et d'agir de manière autonome, comme les humains. De plus, avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle, la question de savoir jusqu'où cette théorie peut nous mener devient un défi. Le reste de la vidéo explore des théories fascinantes comme celle des trous noirs supermassifs, des trous blancs, ou encore la vitesse variable de la lumière, chacune plus mystérieuse et stimulante pour l'imagination que la précédente. Trous noirs et l'énigme des supermassifs. Vous êtes probablement déjà familier avec le concept des trous noirs et leur formation. Les trous noirs sont des corps célestes massifs avec une densité infinie, atteignant environ 10 fois la masse de notre Soleil. Leur caractéristique principale est une force gravitationnelle si intense que même la lumière ne peut s'en échapper, d'où leur nom. Ces corps célestes se forment à la fin du cycle de vie de certaines étoiles lors d'événements appelés supernovae, où les couches externes de l'étoile explosent, laissant le noyau s'effondrer sur lui-même pour former un trou noir. L'observation directe des trous noirs est impossible, puisqu'ils n'émettent ni ne reflètent la lumière. Leur existence est donc détectée à travers les effets gravitationnels qu'ils exercent sur les étoiles proches et la radiation qui les entoure. Il s'agit de la description communément enseignée, qui se réfère aux trous noirs stellaires issus d'étoiles. Mais il existe une deuxième catégorie, les trous noirs supermassifs, beaucoup plus grands. Au lieu d'avoir quelquefois la masse de notre Soleil, ces trous noirs peuvent avoir des millions, voire des milliards de fois cette masse. 2 trous noirs supermassifs ont été identifiés au centre de galaxies, et on pense que chaque galaxie en abrite un en son cœur. Ce qui est intriguant, c'est d'où et quand ces trous noirs sont apparus. La réponse reste incertaine. Le plus ancien trou noir supermassif identifié jusqu'à présent semble s'être formé quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. En termes cosmiques, cette période est trop courte pour qu'un trou noir stellaire accumule une masse aussi colossale. Une théorie spéculative suggère que bon nombre de ces trous noirs supermassifs pourraient être antérieurs au Big Bang lui-même. Cette idée s'aligne sur la théorie d'un univers cyclique, qui suggère que le cosmos pourrait passer par des cycles d'expansion et de contraction. L'univers se formerait par le Big Bang, et après des milliards d'années, il s'effondrerait dans une grande crise avant de subir une autre explosion. Une autre théorie récente propose que certains trous noirs supermassifs pourraient être issus de matière qui n'a pas succombé à la singularité avant le Big Bang. Si cette idée est confirmée, elle aurait des implications énormes et soulèverait de nouvelles questions. Cela indiquerait un univers vraiment cyclique, répétant ce processus à l'infini. De plus, cela soulève la question de savoir comment la matière a pu échapper à ce Big Crunch pour former ces trous noirs primordiaux. Bien que cette théorie reste pour le moment spéculative, il y a des indices ténus qui lui donnent une certaine crédibilité. Cependant, des preuves concrètes restent à découvrir. Les scientifiques recherchent activement des trous noirs primordiaux qui pourraient être antérieurs au Big Bang ou avoir été créés dans les phases initiales après cet événement. Beaucoup pensent qu'il est possible de trouver ces entités. La théorie des trous blancs.
Si la théorie des trous noirs nous plonge déjà dans un territoire étrange et inquiétant, nous entrons maintenant dans le monde fascinant des trous blancs, où tout fonctionne à l'inverse, et la cosmologie devient encore plus difficile à cerner. Comme mentionné précédemment, un trou noir se forme lorsqu'une étoile massive épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Cet effondrement crée une région dans l'espace avec une force gravitationnelle si puissante que rien, même pas la lumière, ne peut s'échapper. Une théorie intrigante propose que les trous noirs pourraient agir comme des trous de verre, connectant différents mondes ou univers, peut-être créant une sorte de super-autoroute à travers le multivers. Si l'on devait combiner ces théories, il serait logique qu'il y ait une sortie pour le trou de verre, ce qui nous amène à l'idée des trous blancs, considérés comme les versions inversées des trous noirs dans le temps, qui expulsent de la matière au lieu de la consommer. Bien qu'il n'existe pas de preuves directes des trous blancs, ils ont capté l'imagination de nombreux scientifiques, écrivains de science-fiction, et même des personnes qui croient en tout ce qu'elles trouvent sur Internet. Bien que cette idée soit purement théorique, elle a été prédite par la théorie de la gravité d'Einstein. L'idée d'une singularité au sein d'un trou noir, où rien ne pourrait passer, semble contredire la notion de trou de verre. Il est intéressant de noter que même les théories d'Einstein sont actuellement remises en question par la mécanique quantique. Si les trous blancs sont la clé pour voyager dans le temps, ou font partie de la structure complexe de l'espace-temps, c'est une question qui laisse l'esprit en ébullition. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes des trous blancs, l'idée que le Big Bang pourrait être le résultat d'un trou blanc et que tout ce qui a été recraché au cours des 13,8 milliards d'années passées provient d'un endroit totalement différent ou d'une autre époque reste un mystère fascinant à méditer. La théorie du grand splat. En explorant les origines de l'univers à travers la théorie du Big Bang, nous sommes confrontés à une question intrigante. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette puissante explosion qui a donné naissance à tout ce que nous connaissons? La théorie du grand splat, ou Big Splat en anglais, est un modèle cosmologique qui suggère que notre univers a été créé par la collision de deux mondes provenant de dimensions supérieures, appelés brane. Ces branes font partie d'une structure bien plus vaste que nous, simples humains, ne pouvons que rêver de comprendre. Avant de plonger dans le concept du grand splat, faisons une brève exploration de la théorie des branes. Cette théorie partage des similitudes avec l'hypothèse du multivers. Selon la théorie des branes, notre univers serait contenu dans une sorte de membrane flottant dans un espace de dimension supérieure, ou potentiellement dans un multivers plus grand. Tandis que nous, êtres humains, percevons la réalité à travers 4 dimensions: hauteur, largeur, profondeur et temporalité unidirectionnelle. La théorie des cordes suggère que l'univers opère dans un cadre de 10 dimensions, où différentes parties de notre brane pourraient interagir avec d'autres dimensions. Le concept de brane propose que l'univers tel que nous le percevons n'est qu'une petite couche de membrane, ressemblant à une feuille de papier unique dans une pile bien plus grande, avec des espaces entre chaque feuille. Chaque brane représenterait son propre univers, gouverné par ses propres lois et ses propres mouvements. Dans cette représentation simplifiée de la théorie des branes, la prémisse du grand splat est que l'univers se serait formé lors d'une collision entre deux de ces branes. Cette collision aurait converti l'énergie cinétique en matière et en énergie, déclenchant une explosion massive qui a donné naissance au Big Bang. Après cette explosion, les deux branes se seraient éloignées l'une de l'autre. Cependant, une autre partie de cette théorie suggère que l'univers et la vie sont cycliques. Cela signifie que les deux branes finissent par ralentir avant de finalement s'attirer à nouveau, créant une nouvelle collision qui déclencherait un autre Big Bang, donnant naissance à deux univers entièrement nouveaux, potentiellement très différents de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce processus se répéterait indéfiniment, suggérant une vision cyclique et interconnectée de l'existence cosmique. La quête des signes extraterrestres. Tous les quelques années, nous sommes pris dans un enthousiasme contagieux suscité par ceux qui se consacrent à l'exploration des cieux, à la recherche de signes de vie extraterrestres. Cependant, ces initiatives sont souvent accompagnées d'avertissements qui nous disent de ne pas trop nous faire d'espoir, avertissements qui se confirment souvent. Depuis la fin des années 1950, les humains explorent l'univers avec des radiotélescopes,
Mais jusqu'à présent, les résultats sont restés inconclusifs. Néanmoins, il y a eu quelques fausses alertes qui ont attiré l'attention et que nous n'avons pas encore totalement expliquées. En 1977, l'astronome Jerry Ehman, utilisant le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'Ohio, a détecté quelque chose d'extraordinaire, surnommé le signal WOW. Ce signal provenait du système stellaire Sagittarius et a duré 72 secondes. Malheureusement, le signal n'a été capté qu'une seule fois et n'a jamais été complètement expliqué. Cependant, il a donné un nouveau souffle au programme SETI, qui rencontrait des difficultés à ce moment-là. À mesure que la technologie progresse, notre capacité à explorer le ciel nocturne s'améliore. Au cours des dernières décennies, des indices prometteurs ont émergé, comme ceux du projet Breakthrough Listen, qui a enregistré des signaux provenant de la petite étoile rouge Proxima Centauri, ainsi que des signaux de l'étoile Isis Ceti et de l'exoplanète rocheuse connue sous le nom de 7b. Cependant, une explication souvent utilisée pour écarter de telles découvertes est la présence d'étoiles à neutrons extrêmement denses et à rotation rapide, appelées pulsars. Les pulsars sont le résultat de l'effondrement d'étoiles massives après une explosion de supernova. Leur rotation rapide donne l'impression qu'ils clignotent tout en émettant une intense radiation électromagnétique depuis leur pôle, comme des phares géants. Ici, l'étrangeté apparaît. Une théorie vague, mais pas encore acceptée par le courant dominant, suggère que même si les pulsars sont des objets naturels, il n'est pas exclu qu'une civilisation avancée puisse les manipuler pour envoyer des messages à la Terre. Il pourrait même les utiliser comme une sorte d'autoroute intergalactique, capable de propulser des vaisseaux à des vitesses bien supérieures à ce qui serait autrement possible. Le mystère de la zone d'évitement. Nous tournons constamment nos regards vers les profondeurs de l'univers à la recherche de merveilles susceptibles d'enrichir notre compréhension de la physique et de la cosmologie. Cependant, il existe une zone qui demeure pratiquement invisible à nos yeux, la zone d'évitement. Cette région se situe de l'autre côté du centre de la Voie lactée et elle est quasiment imperceptible en raison de la proximité des étoiles, de la poussière et du gaz qui empêchent la lumière visible d'atteindre nos instruments depuis cet autre côté. La découverte de l'expansion de l'univers en 1929 a révélé que le taux d'expansion augmentait et que des amas de galaxies étaient poussés par la gravité. Toutes les galaxies devraient donc s'éloigner les unes des autres au fil du temps en raison de l'énergie noire. Cependant, des tests effectués dans les années 1970 ont révélé que la Voie lactée était en fait attirée par un objet mystérieux appelé le Grand Attracteur. Le défi résidait dans le fait que cet attracteur se trouvait dans la zone d'évitement, rendant impossible l'observation directe de ce qui exerçait cette influence. À mesure que l'astronomie progressait, en particulier dans les domaines des rayons X et de l'infrarouge, nous avons réussi à localiser le Grand Attracteur, situé à environ 150 millions d'années-lumière de la Voie lactée, dans le superamas de Norma. Ce superamas a une masse combinée équivalente à un quadrillion de fois celle de notre Soleil. Il exerce une influence non seulement sur la Voie lactée, mais aussi sur toutes les galaxies voisines. Cependant, le mystère persistait. En 2005, une découverte encore plus étonnante est apparue. Il s'avérait que le superamas de Norma n'avait pas assez de masse pour expliquer l'attraction observée. Une autre révélation intrigante suivit. Le Grand Attracteur lui-même était attiré vers le superamas de Shapley, qui est 10 fois plus massif que Norma. Bien que cela ait clarifié la question de la masse apparente, la raison de ce phénomène reste encore un mystère. Le superamas de Shapley abrite environ 10 000 galaxies, y compris la Voie lactée, mais il n'est pas assez dense pour être lié par la gravité. Il devrait normalement se disperser, et pourtant il est ancré dans le Grand Attracteur, lui-même tiré vers le superamas de Shapley. Que signifie tout cela? Certains scientifiques spéculent que le Grand Attracteur pourrait être un point focal pour le très discuté Big Crunch, ou Grand Effondrement, où les 10 000 galaxies finiraient par être attirées et fusionnées. D'autres pensent que le superamas de Shapley finira par se séparer, comme il est commun dans l'univers. Malgré la singularité du Grand Attracteur, que le scénario final soit un éloignement des galaxies ou une collision galactique, cet événement cosmique ne se produira pas avant des milliards d'années. Ce qui offre un scénario intrigant et spéculatif sur l'avenir de l'univers. L'unification de la physique, l'univers holographique.
Les physiciens ont depuis longtemps le désir ardent de trouver une théorie unifiée qui réconcilierait la relativité générale et la mécanique quantique. La relativité régit les grandes échelles, comme celle des planètes, tandis que la mécanique quantique gouverne les particules subatomiques. Ces deux ensembles de règles, bien qu'efficaces dans leur propre domaine, ne s'intègrent pas harmonieusement. Ainsi, la quête d'une théorie unifiée persiste. Une approche émergente dans la physique consiste à considérer les principaux composants de l'univers non pas comme de la matière et de l'énergie, mais comme de l'information. Dans cette perspective, la matière et l'énergie ne seraient que des sous-produits de l'information, qui décrit tout dans l'univers. Cette idée pose un changement de paradigme intrigant, soulevant de nouvelles questions. Lorsque les physiciens parlent d'information dans ce contexte, ils se réfèrent à la description complète de toutes les particules et énergies dans l'univers. Une analogie peut être utile ici. Imaginez que les données numériques, un 0 ou un 1, représentent une particule, indiquant son type, sa localisation, sa vitesse, sa direction, etc. La causalité de ces informations est ce qui connecte et unifie l'univers. La question cruciale est la suivante. Combien d'espace serait nécessaire pour contenir toutes les informations de l'univers? Pourrait-on stocker toutes ces informations dans un seul grain de sable, un ordinateur de la taille d'une planète, ou même à l'intérieur d'un cerveau humain? Fait surprenant, il existe une limite maximale à la quantité d'informations pouvant être stockées dans un volume donné d'espace. Cette quantité est déterminée par la surface de ce volume. En termes simples, toute l'information qui décrit ce qui est contenu dans un espace doit pouvoir tenir sur sa surface. Par conséquent, l'idée est que l'intégralité de l'univers tridimensionnel pourrait être codée dans un plan bidimensionnel, comme un hologramme. Notre réalité en 3D ne serait alors qu'une illusion, une représentation holographique de la véritable existence sur un plan 2D d'information. Bien que cette théorie holographique soit encore loin d'être prouvée, elle repose sur des bases solides et propose une solution élégante au défi que pose l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. Bien que les tests soient encore inconclusifs, les scientifiques continuent d'explorer cette possibilité intrigante, et beaucoup pensent qu'elle pourrait mener à des développements significatifs dans le futur, marquant ainsi une avancée fondamentale dans notre compréhension de l'univers. La théorie des dimensions supplémentaires. L'un des principaux défis du modèle standard de la physique est la faiblesse apparente de la force gravitationnelle par rapport aux trois autres forces naturelles. À l'origine du Big Bang, toutes les forces, la gravité, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte et l'électromagnétisme, auraient dû exister en tant qu'une seule force unifiée, avant de se séparer en les forces distinctes que nous observons aujourd'hui. Cependant, la gravité est devenue beaucoup plus faible en comparaison. Une tentative pour résoudre ce problème a conduit à la proposition de la théorie des membranes, également connue sous le nom de cosmologie cérébrale. Introduite en 1983 et développée dans les années 1990, cette théorie suggère l'existence d'au moins une dimension spatiale supplémentaire, voire plus. Nous sommes conscients des trois dimensions spatiales et de la quatrième dimension temporelle qui compose notre univers observable. Cependant, selon cette théorie, notre univers est contenu à l'intérieur d'une membrane, et au-delà de celle-ci existerait un espace de dimension supérieure. D'après cette théorie, les forces nucléaires fortes et faibles ainsi que l'électromagnétisme seraient confinés à cette membrane, tandis que la gravité, elle, ne subirait pas de telles restrictions. La majeure partie de la force gravitationnelle fuirait en dehors de la membrane vers cette masse, expliquant ainsi sa faiblesse apparente par rapport aux autres forces. La cosmologie cérébrale suggère également la possibilité que d'autres membranes existent à proximité de la nôtre, influençant la force gravitationnelle. Il pourrait y avoir d'autres univers emprisonnés dans leur propre membrane, situés à une distance microscopique de la nôtre. Ces dimensions spatiales supplémentaires seraient totalement imperceptibles pour nous, fournissant une solution élégante au problème de la hiérarchie des forces fondamentales. Bien que la théorie des membranes soit activement explorée et considérée comme une solution intrigante jusqu'à présent, les expériences visant à détecter des preuves de dimensions spatiales supplémentaires n'ont pas donné de résultats concluants. Le défi réside dans la détection de ces dimensions, qui échappent à notre compréhension directe,
rendant leur détection plus complexe qu'imaginé initialement. La variation de la vitesse de la lumière. Imaginez un univers où la vitesse de la lumière, cette constante universelle, ne serait pas si constante. Cela semble tiré de la science-fiction, mais une théorie provocante remet en question notre compréhension actuelle de la physique fondamentale en suggérant que, dans les premières phases de l'univers, la vitesse de la lumière aurait pu être significativement plus élevée que celle que nous acceptons aujourd'hui. Cette idée, bien loin d'être conventionnelle, remet en cause la théorie de l'inflation cosmique, qui est communément acceptée. En temps normal, la lumière se déplace plus lentement dans des températures plus froides en raison de la densité accrue de l'air. Cependant, cette théorie propose que, durant les premières phases de l'univers, des températures extrêmement élevées auraient permis une transition de phase pour la lumière, lui permettant de dépasser sa vitesse maximale conventionnelle. Essentiellement, cela signifie que la lumière se serait approchée d'une vitesse infinie pendant cette période initiale du cosmos. La théorie est apparue comme une alternative pour expliquer le problème de l'horizon dans la radiation cosmique de fond. Ce problème concerne l'uniformité de la température à travers l'univers, quelque chose que la théorie inflationnaire tente de résoudre en postulant une expansion exponentielle de l'univers dans ses phases initiales. Bien que la théorie de l'inflation offre une solution élégante à plusieurs énigmes cosmologiques, elle est difficile à tester et soulève des questions sur la raison pour laquelle cette expansion aurait eu lieu sur une période aussi brève. L'approche alternative suggère que les températures extrêmement élevées auraient permis à la lumière de voyager à des vitesses incroyables juste après le Big Bang. Bien que cela défie la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, cette approche pourrait être plus testable. Les physiciens croient que des expériences futures pourraient fournir des preuves pour confirmer ou réfuter cette théorie. Si elle est confirmée, l'idée d'une vitesse variable de la lumière nécessiterait une révision significative de notre compréhension actuelle de la physique et ouvrirait de nouvelles perspectives fascinantes pour la cosmologie. Et ainsi, nous terminons notre voyage à travers les mystères cosmiques qui défient notre compréhension. Ces théories, chacune plus intrigante que l'autre, nous poussent à réfléchir sur la véritable complexité et la merveille de l'univers que nous habitons. Alors que nous plongeons dans ces idées audacieuses et stimulantes, nous sommes rappelés que, malgré nos avancées scientifiques impressionnantes, l'univers continue de garder des secrets profonds, attendant d'être découverts. La quête de connaissances continue, et au fur et à mesure que nous explorons les frontières de l'inconnu, nous sommes amenés à remettre en question non seulement le cosmos, mais aussi notre propre existence et notre place dans ce vaste et mystérieux spectacle cosmique. Vous êtes confronté à un jeu impliquant 3 portes. Derrière l'une des portes se trouve une voiture neuve, et derrière les 2 autres, des chèvres. Le présentateur, Monty Hall, vous demande de choisir une porte. Vous choisissez la porte numéro 1. Ensuite, Monty ouvre la porte numéro 2, révélant une chèvre. Il vous propose alors de changer pour la porte numéro 3 ou de rester sur votre choix initial. Que devriez-vous faire? La majorité des gens choisissent de rester pour des raisons purement psychologiques. Ceux qui tentent une réponse logique concluent que cela n'a pas d'importance, que c'est un choix à 50-50. Après tout, il y a exactement 2 portes, et nous n'avons aucune information sur laquelle cache la voiture. Ou bien en avons-nous? En fait, la stratégie optimale est de changer de porte, ce qui double vos chances de gagner. C'est le paradoxe de Monty Hall. Bien que ce problème soit résolu, largement accepté et prouvé mathématiquement, il reste une source de confusion, d'incrédulité et même d'indignation. Les explications typiques ont tendance à embrouiller davantage les sceptiques. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi c'est le cas. Histoire. Le paradoxe de Monty Hall tire son nom de Monty Hall, l'animateur de l'émission de télévision des années 60, Let's Make a Deal. Les candidats choisissaient l'une des 3 portes, sachant qu'un gros prix se cachait derrière l'une d'elles, tandis que les 2 autres cachaient des prix plus petits ou parfois des chèvres. Le jeu original n'était pas figé. Monty proposait parfois de l'argent au lieu de l'option de changer de porte, où ses décisions pouvaient être influencées par ce qui faisait de meilleures émissions. En 1990, Marilyn Vosavant a introduit une version simplifiée de ce scénario dans sa colonne Ask Marilyn. Dans sa version, Monty révèle toujours une chèvre et donne toujours aux joueurs la possibilité de changer de porte. Le résultat surprenant,
Changer de porte double vos chances de gagner, les faisant passer de 1/3 à 2/3. C'est à ce moment que la controverse a vraiment commencé. Des professeurs, des mathématiciens et des sceptiques ont inondé vos savants de lettres, insistant sur le fait qu'elle avait tort. Certains ont refusé de le croire, même lorsque les mathématiques montraient clairement le contraire. Au cœur du problème de Monty Hall se trouve un conflit entre l'intuition et la logique. Lorsque nous entendons le scénario pour la première fois, il est facile de se laisser emporter par l'histoire, en se demandant si Monty essaie de nous tromper ou si nous pouvons vraiment lui faire confiance. Ces pensées sont naturelles, mais elles manquent la cible. Les mathématiques derrière ce problème ne se soucient pas des intentions de Monty ou de votre méfiance à son égard. Il s'agit de simplifier le scénario pour se concentrer uniquement sur les probabilités, en éliminant l'élément humain pour voir les chiffres tels qu'ils sont et trouver une réponse claire. Dans la vie réelle, il pourrait être logique de poser ces questions psychologiques, mais avec ce paradoxe, résoudre le problème abstrait vous donne la solution. Vous devez simplement faire confiance aux mathématiques. Pour cela, vous devez comprendre les règles strictes du jeu. Il y a 3 portes. Une cache une voiture, les 2 autres cachent des chèvres. Vous choisissez une porte. Monty ouvre une autre porte, révélant une chèvre. Vous avez la possibilité de changer pour la porte restante fermée. Dans cette version, Monty est essentiellement un robot. Pour rendre les choses encore plus claires, nous pourrions ajouter une règle 3.1. Si Monty peut choisir entre 2 chèvres, il choisit toujours la porte avec le numéro le plus bas, ou tire à pile ou face. Cela n'affecte pas les probabilités, mais cela élimine toute incertitude quant à ses actions. Dans l'exemple que nous avons commencé, cette règle n'était pas explicitement énoncée, mais l'élément critique est que Monty sait où se trouve la voiture et ouvre toujours une porte avec une chèvre qui n'est pas la vôtre. C'est la clé pour comprendre pourquoi changer de porte est la meilleure décision. Vous devez simplement accepter ces règles pour comprendre pourquoi les mathématiques fonctionnent. L'explication de Marilyn. Vos savants avec 100 portes et 99 chèvres. C'est une manière astucieuse de rendre le problème de Monty Hall plus facile à comprendre en exagérant le scénario. En augmentant l'échelle, la logique derrière le changement de porte devient plus évidente. Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous êtes confronté à 100 portes. Derrière l'une d'elles se trouve une voiture neuve, et derrière les 99 autres, des chèvres. Monty Hall vous demande de choisir une porte, et vous choisissez la porte numéro 1. Ensuite, Monty commence à ouvrir les autres portes une par une, révélant des chèvres derrière chacune d'elles. Il commence par la porte numéro 2 et continue jusqu'à la porte numéro 100, sauf une exception curieuse. Il saute la porte numéro 29. Il reste donc 2 portes non ouvertes. La porte numéro 1, votre choix initial, et la porte numéro 29, celle que Monty a intentionnellement laissée fermée. Monty vous propose alors de changer pour la porte numéro 29. Que devriez-vous faire? À ce stade, la plupart des gens penchent pour changer de porte. Le fait que Monty ait laissé une porte spécifique fermée parmi les 99 qu'il a ouvertes semble délibéré. Et intuitivement, on a l'impression que la porte numéro 29 doit être le meilleur choix. Et ils auraient raison. Changer de porte est la meilleure décision, car les chances de gagner augmentent considérablement en votre faveur. Mais pourquoi? Lorsque vous avez choisi la porte numéro 1, il n'y avait qu'une chance sur 100 que vous ayez choisi la voiture, et 99 chances sur 100 que la voiture se trouve derrière l'une des autres portes. Les actions de Monty ne changent pas ses probabilités initiales. Elle les redistribue simplement sur les portes restantes non ouvertes. Au moment où Monty révèle des chèvres derrière toutes les portes sauf une, toute cette probabilité se concentre sur la seule porte non ouverte, la porte numéro 29. Changer de porte vous donne donc 99% de chances de gagner la voiture, contre seulement 1% si vous restez sur votre choix initial. Mais il y a un gros piège. Cette explication, bien que puissante, n'est pas parfaite. Elle repose sur une pensée abstraite et la capacité à généraliser les insights d'un scénario à un autre. Augmenter l'échelle à 100 portes rend l'avantage de changer de porte évident dans ce contexte, mais cela nécessite un saut mental pour appliquer la même logique au problème original à 3 portes. Une autre explication, la recherche exhaustive. Une autre façon d'expliquer le paradoxe de Monty Hall est de le décomposer étape par étape en examinant tous les scénarios possibles. Cette méthode, appelée recherche exhaustive,
expose chaque résultat possible pour rendre la solution parfaitement claire. Lorsque vous listez toutes les possibilités, un schéma clair émerge. Dans un tiers des scénarios, rester sur votre choix initial vous fait gagner, ce qui se produit lorsque vous choisissez correctement la voiture dès le premier essai. Dans 2 tiers des scénarios, changer de porte vous fait gagner, car la voiture se trouve derrière l'une des portes que vous n'avez pas choisies initialement. Ce tableau est aussi simple que possible. Il ne laisse aucune place au débat. Changer de porte est la meilleure option. Pourtant, même avec toutes les possibilités exposées de cette manière, certaines personnes restent sceptiques. Pourquoi? Bien que le tableau prouve que changer de porte fonctionne, il n'aborde pas l'intuition persistante selon laquelle, une fois que Monty a révélé une chèvre, les chances devraient être réparties équitablement, à 50-50, entre les 2 portes restantes. Les gens restent bloqués sur l'idée que la révélation de Monty réinitialise en quelque sorte le jeu, même si les mathématiques disent le contraire. La recherche exhaustive montre le résultat, mais n'explique pas pourquoi ce résultat contre-intuitif se produit. Cette explication manquante peut laisser les sceptiques avec l'impression qu'il leur manque encore une pièce du puzzle. Une autre perspective. Combiner les probabilités. Une autre façon de comprendre le paradoxe de Monty Hall est de le considérer comme un choix entre votre premier choix et toutes les autres options combinées. Cette perspective met l'accent sur le fait que changer de porte vous donne accès à la probabilité combinée des portes non choisies. Cela simplifie les mathématiques et montre clairement pourquoi changer de porte est la meilleure décision. Après avoir fait votre choix, Monty ouvre l'une des autres portes pour révéler une chèvre. Cette action ne change pas la probabilité initiale de votre premier choix. La porte que vous avez choisie a toujours une chance sur 3 de cacher la voiture. La probabilité de 2 sur 3 que la voiture se trouve derrière l'une des 2 autres portes ne disparaît pas. Au lieu de cela, la révélation de Monty transfère toute cette probabilité sur la seule porte restante non ouverte. Si vous décidez de changer de porte dès le départ, c'est comme si vous disiez « Je parie que la voiture est derrière l'une des 2 autres portes, pas derrière mon premier choix ». Comme Monty révèle toujours une chèvre parmi les 2 portes non choisies, votre stratégie de changement vous permet d'hériter des probabilités combinées des 2 portes non choisies, soit 2 chances sur 3 après sa révélation. C'est pourquoi changer de porte est la meilleure décision. Il ne s'agit pas de rester sur une porte ou d'en choisir une autre au hasard, mais d'utiliser la révélation de Monty pour profiter des meilleures chances liées aux portes non choisies. Cependant, cette explication peut sembler contre-intuitive. Les gens ont tendance à voir les portes comme des options individuelles séparées, plutôt que comme des groupes. L'idée que changer de porte vous donne l'avantage des 2 portes non choisies peut sembler trompeuse ou déroutante. Après tout, une seule porte reste non ouverte. Comment peut-elle représenter les chances combinées de 2 portes? C'est là que se produit la déconnexion, rendant plus difficile pour les sceptiques de voir la logique derrière la stratégie. L'approche bayésienne. L'explication préférée des statisticiens est l'approche bayésienne, qui tient méticuleusement compte de chaque détail. Pour suivre ce raisonnement, vous devez comprendre ou au moins accepter que les probabilités doivent être mises à jour en fonction des nouvelles informations, et que la bonne façon de le faire est d'appliquer la règle de Bayes. Le côté droit de la règle de Bayes représente la probabilité de A étant donné B. En termes plus simples, B est quelque chose que nous savons déjà ou venons d'apprendre comme vrai. Par exemple, disons que nous avons choisi la porte numéro 1 et que Monty a révélé une chèvre derrière la porte numéro 3. Nous voulons maintenant calculer la probabilité que la voiture se trouve derrière la porte numéro 2, étant donné que Monty nous a montré une chèvre derrière la porte numéro 3. Pour ce faire, nous appliquons la règle de Bayes. Mais nous avons d'abord besoin de 3 probabilités qui composent le côté droit de l'équation. La probabilité que Monty ouvre la porte numéro 3, étant donné que la voiture est derrière la porte numéro 2, est de 1. Dans ce cas, Monty n'a pas le choix. Si la voiture est derrière la porte numéro 2, il doit révéler la chèvre derrière la porte numéro 3. La probabilité que la voiture soit derrière la porte numéro 2, sans condition, est de 1/3. C'est la probabilité a priori, représentant la chance de deviner la bonne porte au départ. La probabilité que Monty ouvre la porte numéro 3, sans savoir où se trouve la voiture, est de 1/2. Nous imaginons que Monty ne sait pas où se trouve la voiture. Il a 50% de chance d'ouvrir la porte numéro 3 ou la porte numéro 2. En insérant ces probabilités dans la règle de Bayes,
nous obtenons la réponse. La voiture a une probabilité de 2 sur 3 d'être derrière la porte que vous n'avez pas choisie. En d'autres termes, changer de porte est la meilleure stratégie. Vous pourriez vous demander si la même logique s'applique à votre choix initial, la porte numéro 1. Ce n'est pas le cas. Bien que les deux dernières probabilités restent les mêmes, la première probabilité, la probabilité que Monty ouvre la porte numéro 3, étant donné que la voiture est derrière la porte numéro 1, est différente, ce qui explique pourquoi les mathématiques conduisent à un résultat différent. Dans cette situation, Monty a le choix. Il peut ouvrir la porte numéro 2 ou la porte numéro 3. Cela signifie que la probabilité qu'il ouvre la porte numéro 3 est de 1 sur 2. En insérant cela dans le calcul, on confirme que la voiture a une chance sur 3 d'être derrière votre choix initial. Pour vraiment comprendre cela, il est utile de parcourir le processus étape par étape à votre propre rythme. Refaire les calculs vous-même peut rendre la logique beaucoup plus claire. Si vous le faites, vous verrez par vous-même comment les chiffres révèlent systématiquement pourquoi changer de porte vous donne de meilleures chances. La difficulté du paradoxe de Monty Hall. La difficulté du paradoxe de Monty Hall ne réside pas dans la compréhension des mathématiques, mais dans la confrontation avec notre façon naturelle de penser. Il nous force à remettre en question et à surmonter des intuitions profondément enracinées sur l'équité, le hasard et les probabilités. Lorsque Monty révèle une chèvre, la plupart des gens croient instinctivement que les deux options restantes doivent être également probables. Cela semble juste, car cela correspond à notre sens de la symétrie. 2 portes restantes, une voiture, donc une chance sur 2. Mais le paradoxe remet en question cette intuition en révélant une vérité plus profonde. Les probabilités ne sont pas statiques, elles peuvent changer en fonction de nouvelles informations, même si la configuration physique reste inchangée. Ce qui rend cela encore plus difficile à accepter, c'est que ce changement de probabilité n'est pas immédiatement visible. La révélation de Monty ne semble pas devoir affecter les chances, car il n'ajoute ni ne retire une voiture ou une porte. Il nous montre simplement quelque chose que nous ne savions pas encore. Cet acte de révéler une chèvre redistribue les probabilités, concentrant les chances que la voiture se trouve derrière la porte non choisie. Ce changement subtil est profondément contre-intuitif, car ce n'est pas ainsi que nous traitons naturellement le hasard ou l'équité. Pour ceux qui peuvent faire confiance à l'abstraction et se concentrer uniquement sur les mathématiques, la solution devient claire. Changer de porte vous donne 2 chances sur 3 de gagner, tandis que rester sur votre choix initial ne vous en donne qu'une sur 3. Les mathématiques ne mentent pas, et elles fournissent une réponse indéniable. Mais pour ceux qui restent attachés à l'histoire où la révélation de Monty semble être un événement aléatoire qui réinitialise le jeu, la solution semble erronée, peu importe comment elle est expliquée. Ils se concentrent sur l'histoire plutôt que sur les probabilités, et en conséquence, la logique ne parvient jamais vraiment à s'imposer. Le paradoxe de Monty Hall est plus qu'un simple jeu. Il reflète la façon dont nous abordons des problèmes complexes dans la vie quotidienne. Face à l'incertitude, nous avons tendance à nous fier à nos instincts, qui sont façonnés par l'expérience et l'intuition. Cependant, dans des scénarios comme celui-ci, ces instincts peuvent être trompeurs. Le paradoxe de Monty Hall nous enseigne que les outils de l'abstraction, de la simplification et du raisonnement mathématique sont essentiels pour comprendre des situations qui ne sont pas immédiatement intuitives. Au cœur du paradoxe se trouve le concept de probabilité conditionnelle. Comment de nouvelles informations, comme le fait que le présentateur révèle une chèvre, redéfinissent fondamentalement la probabilité de différents résultats. Ce principe est indispensable dans des domaines comme les statistiques, la finance et les processus de prise de décision, où l'arrivée de nouvelles données nécessite une réévaluation des probabilités antérieures. Les éducateurs se tournent souvent vers le paradoxe de Monty Hall pour illustrer des idées clés sur les probabilités, la prise de décision dans l'incertitude et l'importance cruciale d'adapter les décisions en fonction de nouvelles informations. En confrontant et en renversant souvent nos attentes intuitives, il encourage la pensée critique et les compétences analytiques. Le paradoxe trouve également une pertinence pratique dans des scénarios réels, comme les missions de recherche et de sauvetage, où réévaluer la zone de recherche en fonction de nouveaux indices peut considérablement améliorer les chances de succès. Cette capacité à intégrer de nouvelles informations et à affiner les stratégies reflète la valeur profonde de la compréhension
et de l'application des leçons de la probabilité conditionnelle. Le jeu de Monty est un microcosme des défis plus larges que nous rencontrons dans la vie. Que ce soit pour prendre des décisions basées sur des informations incomplètes, gérer des risques ou interpréter des données, nous faisons souvent face à des situations où nos intuitions entrent en conflit avec la logique. Dans ces moments, faire confiance aux mathématiques ou aux principes sous-jacents peut nous guider vers de meilleurs résultats, même si cela ne semble pas correct au premier abord. Le paradoxe de Monty Hall nous enseigne que faire confiance à la logique plutôt qu'à l'instinct peut conduire à de meilleurs résultats. Que vous choisissiez entre des portes, résolviez des énigmes de la vie ou décidiez de cliquer sur ce bouton s'abonner. Spoiler, s'abonner vous donne 2 chances sur 3 de ne jamais manquer une excellente vidéo, ou peut-être plus proche de 100%, mais qui compte vraiment? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi vos pensées dans les commentaires. Dans l'année 2600, la professeure Olivia, une physicienne brillante, invente un appareil appelé le réflecteur temporel. Ce réflecteur permet aux utilisateurs d'observer leur propre passé à travers une surface réfléchissante, sans avoir à voyager physiquement dans le temps ni interagir avec le passé. L'appareil capture les particules de lumière émises dans le passé et les projette sur la surface du réflecteur, créant une image en temps réel de l'utilisateur dans le passé. Un jour, la professeure Olivia décide d'utiliser le réflecteur temporel pour se voir travailler sur le prototype de l'appareil exactement 1 an auparavant. En observant son ancien elle remarque une erreur dans ses calculs qui, si corrigée, aurait abouti à un réflecteur temporel plus efficace et plus puissant. Intriguée, elle décide d'écrire l'équation corrigée sur un morceau de papier et de le tenir devant le réflecteur, espérant que son elle du passé la remarquera et effectuera les changements nécessaires. À sa grande surprise, son elle du passé voit l'équation corrigée dans le réflecteur, fait les modifications et crée avec succès une version plus avancée du réflecteur temporel. En conséquence, la version de l'appareil que la professeure Olivia utilise actuellement cesse d'exister, car le modèle amélioré l'a remplacé. Cependant, cela soulève une question. Si le réflecteur temporel amélioré n'existe que parce que le elle du passé a vu l'équation corrigée grâce à l'appareil d'origine, comment le réflecteur d'origine peut-il cesser d'exister tout en étant la source de l'information qui a conduit à son amélioration? Ce scénario décrit un exemple classique du paradoxe ontologique, également connu sous le nom de paradoxe de la boucle causale, qui détaille une boucle infinie de causes et effets autour d'une information, d'un objet, ou même d'une personne, sans point d'origine discernable dans un scénario de voyage dans le temps. Cette histoire n'est qu'un des nombreux paradoxes qui gravitent autour du concept du voyage dans le temps, et les choses deviennent encore plus confuses en creusant davantage. Mais il existe un moyen de réaliser cela sans détruire l'univers, et vous allez découvrir comment faire. Chaque instant qui passe nous fait voyager du passé vers le présent, puis vers le futur, le temps s'écoulant toujours dans la même direction. Jamais le temps ne semble ni s'arrêter, ni reculer. L'axe du temps pointe toujours vers l'avant pour nous. Le fait qu'il existe une flèche du temps signifie que chaque moment est unique. Aucun moment ne se répète jamais, et aucune expérience ne peut être une copie exacte d'une autre. Lorsque nous examinons les lois de la physique, de Newton à Einstein, de Maxwell à Bohr, elles semblent toutes traiter le temps de manière égale dans les 2 directions. En termes plus simples, les équations qui décrivent comment fonctionnent les choses ne favorisent ni le fait que le temps avance, ni qu'il recule. Selon ces équations, les systèmes qui suivent les lois de la physique devraient se comporter de la même manière, que le temps avance ou recule. Pourtant, dans notre expérience quotidienne, le temps ne fait qu'avancer. Alors pourquoi le temps semble-t-il avoir une direction spécifique malgré les équations neutres sur le temps de la physique? Pas tout le monde ne prend cela pour acquis, comme le montre Albert Einstein, dont la théorie de la relativité restreinte de 1905 affirmait que le temps est une illusion qui se déplace en fonction de l'observateur. Peu importe où ou quand vous vous trouvez dans l'espace-temps, vous expérimentez toujours les mêmes lois de la physique. Les constantes fondamentales restent les mêmes à travers l'espace et le temps, tout comme nos notions de masse, de distance et de durée. Les règles fabriquées à partir d'atomes auront toujours la même longueur, et les appareils comme les horloges créées pour mesurer le temps montreront constamment que le temps passe à un taux universel d'1 seconde par seconde pour tous les observateurs.
Il n'y a jamais d'exception à cela, que ce soit selon les lois de la théorie quantique ou celles de la relativité générale d'Einstein. Pour comprendre ce concept, il faut d'abord comprendre les concepts d'entropie et de symétrie du temps. L'entropie peut être décrite comme une mesure du désordre ou de la randomisation d'un système, ou encore comme une mesure de l'énergie ou du chaos au sein d'un système isolé. En d'autres termes, dans un système fermé, les processus ont tendance à passer d'un état de faible entropie, plus ordonné, à un état de haute entropie, moins ordonné. La fonte de la glace est un exemple parfait pour expliquer l'entropie, car les molécules de glace sont disposées de manière ordonnée, et lorsque la glace fond, les molécules deviennent libres et plus désordonnées. On peut dire que l'entropie du système a augmenté. L'entropie est l'un des rares processus qui ne peut pas être réversible dans le temps. La symétrie du temps peut être comprise simplement avec cette analogie. Si le temps était symétrique, une vidéo d'un événement réel semblerait réaliste qu'elle soit jouée à l'endroit ou à l'envers. Par exemple, une vidéo montrant un pendule oscillant sans résistance ou friction semblerait identique si la vidéo était jouée en arrière. Le système est alors symétrique dans le temps. Cependant, dans la vie réelle, le balancement du pendule finit par s'arrêter, ce qui n'est pas réversible dans le temps. En avançant, l'énergie cinétique du pendule se dissipe et l'entropie augmente. Nous pouvons comprendre la direction du temps en observant comment les atomes, molécules et objets s'organisent au fil du temps. Si nous voyons plus de désordre dans l'état du monde, cela indique le futur. Inversement, si le désordre diminue, la flèche pointe vers le passé. Ce qui est surprenant, c'est qu'au niveau fondamental, dans les lois de la physique, il n'y a pas de distinction claire entre le passé et le futur. Le temps est un peu comme l'espace. Si vous êtes dans l'espace, il n'y a pas de véritable différence entre haut et bas ou gauche et droite. Vous ne ressentez ces directions que par rapport à d'autres objets. De même, les lois de la physique ne distinguent pas intrinsèquement entre le passé et le futur. Le temps n'est pas seulement une dimension spatiale. Il est impliqué dans le calcul de la séparation des événements, souvent exprimés en nombres imaginaires comme des kilomètres par heure ou des mètres par seconde. Dans le monde microscopique des particules, la plupart des processus physiques sont considérés comme symétriques dans le temps, ce qui signifie que si nous devions inverser le sens du temps, les règles théoriques qui régissent ces processus seraient toujours valides. Cependant, à une plus grande échelle, comme dans la vie quotidienne, le temps semble souvent ne pas se comporter de manière symétrique. Il existe un flux ou une direction perceptible au temps. Au niveau macroscopique, les lois fondamentales de la physique, telles que les lois du mouvement de Newton, la loi de la gravitation et l'équation de Schrödinger, n'indiquent aucune direction spécifique pour le temps. Elles sont symétriques dans le temps. Cependant, il existe une exception, la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule que dans un système isolé, l'entropie a tendance à augmenter avec le temps, comme je l'ai expliqué précédemment. La conséquence de cette loi est qu'elle est irréversible. C'est l'entropie qui nous empêche de voyager dans le passé. Un exemple de cela est la façon dont le café froid et le lait se mélangent pour donner un café au lait tiède. Curieusement, ce processus ne se renverse jamais spontanément. Le café et le lait ne se séparent pas d'eux-mêmes. Une fois qu'un système atteint son état entièrement désordonné, ou son état d'entropie maximale, l'équilibre, il n'y a plus de direction spécifique pour une augmentation de l'entropie qui déterminerait la flèche du temps. Cela suggère que l'expérience du flux du temps indique un état de non-équilibre. Le défi fondamental réside dans la compréhension de la manière dont l'irréversibilité macroscopique de l'entropie, comme le mélange du café et du lait, émerge à partir de processus microscopiques qui sont intrinsèquement réversibles. Le physicien Arthur Eddington, dans ses travaux ultérieurs, a identifié d'autres flèches du temps. Examinons quelques-unes d'entre elles. Flèche thermodynamique du temps. La flèche thermodynamique du temps est dictée par la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi implique que le temps est asymétrique en ce qui concerne l'entropie dans un système. Cette asymétrie peut essentiellement être utilisée pour distinguer le passé du futur, même si mesurer l'entropie ne permet pas de mesurer le temps. Si l'entropie augmente, la flèche du temps pointe vers le futur, et si l'entropie diminue, la flèche du temps pointe vers le passé. Au fil du temps, l'entropie a continuellement augmenté, ce qui a largement déterminé la flèche thermodynamique du temps. Flèche cosmologique du temps.
Notre univers observable a commencé dans un état très ordonné, connu sous le nom de Big Bang, et depuis lors, il s'est étendu, avec un niveau d'entropie qui ne cesse d'augmenter. Le mystère réside dans la raison pour laquelle l'univers a commencé dans un état initial aussi ordonné, appelé l'état de faible entropie du Big Bang. Cette question est liée à la flèche cosmologique du temps, qui indique la direction de l'expansion de l'univers. Les cosmologistes modernes travaillent à résoudre cette énigme fascinante. Comme l'a noté Richard Feynman, la flèche du temps ne pourra pas être entièrement comprise tant que le mystère du début de l'univers ne sera pas éclairci de manière scientifique. Flèche causale du temps. Dans nos expériences quotidiennes, une cause précède toujours son effet. Par exemple, un œuf se casse parce qu'il tombe, et non l'inverse. L'œuf ne tombe pas parce qu'il est cassé. Ce lien entre la causalité et la flèche du temps est clair à notre échelle humaine. Cependant, au niveau fondamental, les lois de la physique ne montrent aucune préférence pour une direction particulière du temps. Les informations sur la position et la vitesse d'une particule peuvent aussi bien prédire son mouvement futur que décrire son mouvement passé. Cela n'implique pas qu'une cause précède un effet, mais plutôt qu'il existe un schéma que les particules suivent. La notion de cause et effet à l'échelle macroscopique humaine découle de la flèche thermodynamique du temps, elle-même conséquence de la deuxième loi de la thermodynamique. Flèche quantique du temps. Selon l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, les processus quantiques suivent l'équation de Schrödinger, qui est symétrique dans le temps, et l'effondrement de la fonction d'onde, qui est irréversible dans le temps. La flèche quantique du temps est déterminée par la direction dans le temps dans laquelle la fonction d'onde d'un système se réduit à une mesure. Même si l'état après mesure est entièrement probabiliste, on peut suggérer un lien avec la flèche thermodynamique du temps dans ce contexte. La version quantique de l'entropie pourrait être l'information. Lorsqu'un observateur perçoit l'effondrement de la fonction d'onde, en réalité, l'observateur devient entremêlé avec l'état mesuré ou son information. Ainsi, la flèche thermodynamique du temps correspond à une augmentation de l'entrelacement au fil du temps. Les chercheurs ont découvert qu'au niveau microscopique, la deuxième loi de la thermodynamique est respectée la plupart du temps. L'entropie augmente. Cela se produit parce que notre processus de mesure de l'information semble créer une flèche du temps. Inverser la flèche du temps est théoriquement possible pour les systèmes quantiques, car ils sont corrélés ou entrelacés, partageant certaines informations. La deuxième loi semble se dégrader en l'absence de corrélation entre les systèmes, ce qui met en lumière une subtile connexion entre la mécanique quantique et la thermodynamique. La flèche du temps est essentiellement une flèche de corrélation croissante. En abordant la question précédente, le mouvement macroscopique est régi par la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie augmente avec le temps, ce qui signifie qu'un système commence dans un état de faible entropie. Les interactions complexes entre les particules dans le système deviennent si compliquées que l'état final a très peu de chances de revenir à l'état initial. Ainsi, on peut dire que ces conditions initiales sont la cause de cette irréversibilité. Tout ce qui s'est déroulé depuis la formation de l'univers raconte une histoire d'entropie croissante. La flèche du temps, qui indique la direction allant de la faible à la haute entropie, n'est pas une caractéristique inhérente aux lois fondamentales de la physique. Elle existe à cause des conditions de départ particulières de notre univers. Cependant, une question demeure. Pourquoi un système commence-t-il dans un état de faible entropie? Une fois que nous comprendrons cela, il sera parfaitement clair pourquoi la flèche du temps s'étire de cette manière, de l'entropie faible dans le passé vers l'entropie élevée dans le futur. Imaginez recevoir une lettre de votre futur vous décrivant une série d'événements et de décisions que vous prendrez dans les semaines à venir. En faisant confiance à l'information, vous décidez de dévier des prédictions de la lettre en changeant délibérément vos actions. Cependant, vous réalisez bientôt que les changements que vous avez faits correspondent parfaitement à la version modifiée des événements décrits dans la lettre. Le paradoxe ici est de savoir si la lettre a prédit fidèlement votre futur, ou si vos tentatives de défier ces prédictions ont en réalité contribué à les réaliser. Ce scénario explore les complexités du libre arbitre, du déterminisme et des mystérieuses connexions entre le passé, le présent et le futur, dans le contexte de la flèche du temps. La situation décrite est un exemple de boucle causale ou paradoxe de la prédestination. Dans ce cas,
Il existe une relation circulaire entre les événements décrits dans la lettre du futur et les actions de la personne. La lettre semble prédire les événements, mais les tentatives de la personne pour changer ces événements finissent par provoquer les résultats même que la lettre avait prédits. Cela crée une boucle où la cause et l'effet s'entrelacent. Revenons à notre premier scénario, celui où la professeure Olivia crée un type de paradoxe. Le paradoxe réside dans le fait que le réflecteur temporel amélioré doit son existence à la version originale, qu'il finit par remplacer. La boucle temporelle crée une situation où il devient difficile de déterminer une origine claire pour l'information. L'information nécessaire pour améliorer le réflecteur temporel est transmise du futur au passé, mais sans point de départ distinct. Il s'agit d'une boucle sans commencement clair, aussi appelée paradoxe de la prédestination ou paradoxe bootstrap. Cela suggère un scénario où les événements n'ont pas de séquence claire de cause et d'effet, mais forment plutôt une boucle fermée sans début ni fin identifiable. Ce type de paradoxe est un concept fascinant souvent exploré dans les discussions sur le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, voilà ce dont nous devons maintenant parler, car il semble que vous ne pouvez pas vraiment voyager dans le passé ou le futur sans provoquer un problème, ou ce que nous appellerons un paradoxe dans ce cas. Prenons cet exemple hypothétique. Un groupe de physiciens quantiques dans un laboratoire envoie une particule dans l'année 1800 pour observer les conditions de cette époque. Mais lorsque la particule arrive dans le passé, elle interagit avec une figure historique, modifiant ses actions. Cela déclenche l'effet papillon, un paradoxe ou même une petite interférence dans le passé a de grandes conséquences sur le présent et le futur. Les actions modifiées conduisent à un changement dans la ligne temporelle, créant une nouvelle réalité. Pour corriger cela, ils envoient une autre particule dans le passé, mais cela engendre un paradoxe de correction récursive. Chaque tentative de corriger la ligne temporelle entraîne plus de modifications, créant une boucle infinie de corrections et de changements. Se sentant coincés, ils essaient d'envoyer un message à leurs anciens eux-mêmes pour éviter l'expérience initiale de voyage dans le temps. Cela entraîne un autre paradoxe, appelé paradoxe de divergence de l'information. Le message crée une scission dans la ligne temporelle, où différentes versions des événements coexistent. Le laboratoire devient alors un centre d'incertitude temporelle, et les scientifiques se retrouvent pris dans une toile de paradoxes. Ce qui était au départ une idée simple du voyage dans le temps révèle sa nature complexe et imprévisible, poussant les scientifiques à remettre en question les conséquences de leurs explorations. Le voyage dans le temps est un voyage curieux, rempli de surprises inattendues qui défient notre compréhension habituelle des choses. Les détails des paradoxes temporels nous montrent que voyager dans le temps s'accompagne de sa propre série de complexités. À mesure que nous explorons le voyage dans le temps, nous nous demandons pourquoi ces paradoxes se produisent-ils ? Est-il possible de voyager dans le temps sans provoquer de tels problèmes? La dynamique classique nous permet de prédire où un objet se trouvera à un moment donné en fonction de sa trajectoire et de sa vitesse. Cela s'applique à divers scénarios, que ce soit le mouvement de la Lune dans le ciel, le lancement d'une fusée vers un endroit précis sur Mars, ou attraper une balle en plein vol. Cependant, Albert Einstein a introduit l'idée que les objets massifs peuvent déformer l'espace-temps. Plus un objet est massif, plus il déforme l'espace autour de lui, créant une forte attraction gravitationnelle que nous percevons comme la gravité. Cette idée ouvre également des possibilités comme le voyage dans le temps et les boucles temporelles, où un événement peut exister à la fois dans le passé et le futur. Ces deux idées semblent se heurter, créant une contradiction. Germain Tobar, un mathématicien de l'Université de Stockholm, a cherché à concilier ces théories et y est parvenu mathématiquement. Que son équipe a-t-elle découvert? Imaginez ce scénario. Vous remontez dans le temps pour empêcher la première personne de contracter la Covid-19. Si vous réussissez, cela crée un paradoxe, car cela éliminerait votre motivation initiale à remonter dans le temps. Même si vous arrêtez le patient zéro, vous pourriez vous infecter vous-même et devenir le nouveau patient zéro, ou quelqu'un d'autre le deviendrait. Quoi que vous fassiez, les événements importants s'ajusteront et se recalibreront autour de vous. Malgré vos efforts, la pandémie se produira toujours, donnant à votre moi plus jeune la motivation de remonter le temps pour l'arrêter. Aussi fort que vous essayez de créer un paradoxe, les événements s'ajusteront toujours d'eux-mêmes pour éviter toute incohérence.
Les calculs que l'équipe de Tobar a découverts montrent que voyager dans le temps tout en exerçant son libre arbitre est logiquement possible dans notre univers, sans provoquer de paradoxe. En termes simples, les calculs de Tobar suggèrent que le temps a une façon de se corriger lui-même. Nous pensions que le temps était un système très sensible et complexe, où même un petit changement dans le passé pouvait avoir un impact significatif sur le résultat final de l'évolution du système. Cependant, Tobar propose que le temps, ou la nature elle-même, est plus robuste que nous le pensions. Cela soulève des questions sur le libre arbitre et le destin. Si nous ne pouvons pas changer le passé, qu'est-ce que cela implique pour notre capacité à faire des choix? Et qu'en est-il de l'effet papillon, où de petites actions entraînent de grandes conséquences? J'ai mentionné l'effet papillon plus tôt, qui est similaire à l'idée de cause à effet. Si Tobar a raison, que cela signifie-t-il pour l'une des règles les plus fondamentales que nous connaissons? Nous enseignons aux enfants que leurs actions ont des conséquences, mais si le temps s'ajuste de lui-même, nos actions ont-elles vraiment des conséquences? Fait intéressant, des chercheurs du laboratoire national de Los Alamos ont fait leur propre découverte en utilisant un ordinateur quantique pour simuler un voyage dans le temps. Ils ont découvert que dans le domaine quantique, l'effet papillon n'existe pas. Dans leurs recherches, des qubits d'information ou bits quantiques ont voyagé dans un passé simulé. L'un d'eux a ensuite été gravement endommagé, de manière métaphorique, comme s'il avait écrasé un papillon. De manière surprenante, lorsque tous les qubits sont revenus dans le présent, ils semblaient largement inchangés. Cela suggère que dans le domaine quantique, la réalité se répare d'elle-même et que de petits changements dans le passé n'ont pas de grands impacts sur le présent. Ainsi, à une échelle quantique, l'effet papillon semble inexistant. De plus, le travail de Tobar suggère que mathématiquement, la même chose pourrait être vraie si les humains remontaient dans le temps. Dans les deux cas, ni le temps ni le résultat d'un changement majeur ne semblent altérer de manière significative le présent ou le futur, du moins autant que nous le comprenons actuellement. Si l'idée que le temps s'autocorrige et que l'absence d'effet papillon s'avère incorrecte, nous pouvons encore observer une forme de voyage dans le temps dans la réalité grâce à un phénomène connu sous le nom de dilatation temporelle. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, la dilatation temporelle se produit lorsqu'un objet se déplace à une fraction significative de la vitesse de la lumière ou se trouve dans un champ gravitationnel intense. Dans ces scénarios, le temps pour l'objet en mouvement ou influencé par la gravité semble passer plus lentement par rapport à un observateur stationnaire ou à un objet dans un champ gravitationnel plus faible. Cela signifie que le temps n'est pas vécu de manière uniforme à travers l'univers. Il peut être étiré ou compressé selon les conditions. Bien que cela ne soit pas le voyage dans le temps traditionnel que nous imaginons, c'est un effet scientifiquement validé qui montre que le temps est malléable dans certaines conditions. Dans le film Interstellar, il y a un exemple dramatique de dilatation temporelle. Matthew McConaughey et son équipe atterrissent sur une planète proche d'un trou noir, qui crée un champ gravitationnel extrêmement fort. En raison de l'influence gravitationnelle immense du trou noir, le temps ralentit considérablement pour l'équipage sur la planète. En conséquence, 1 heure passée sur cette planète équivaut à 7 années qui s'écoulent sur Terre. Lorsque l'équipage revient sur Terre, il découvre que la fille de Matthew McConaughey a vieilli et est devenue une vieille femme, alors que lui-même semble à peine avoir vieilli. En termes pratiques, la dilatation temporelle peut entraîner des effets tels que des astronautes vieillissant plus lentement pendant leur voyage dans l'espace ou des différences dans le rythme des horloges dans différents environnements gravitationnels. Bien que ces effets illustrent la nature relative du temps, ils ne permettent pas de voyager consciemment dans des événements passés. Les concepts théoriques comme les courbes de type temps fermé, souvent associés à certaines solutions des équations d'Einstein, sont spéculatifs et impliquent des conditions complexes telles que des trous de verre traversables ou des trous noirs en rotation. Cependant, ces idées restent purement théoriques et rencontrent des défis significatifs, tant conceptuels que pratiques. À ce jour, le consensus scientifique est que la dilatation temporelle, telle que décrite par la physique actuelle, ne permet pas de revenir dans le passé d'une manière qui corresponde à notre compréhension quotidienne du voyage dans le temps. Eh bien, il semble qu'il y ait toujours un inconvénient avec toutes ces théories, surtout lorsqu'il s'agit de la possibilité de voyager dans le passé.
Pensez au temps comme à une rivière qui coule dans une seule direction. Imaginez-vous debout au bord de cette rivière, observant l'eau qui s'écoule devant vous. La rivière représente le temps, s'écoulant continuellement vers l'avant. Vous pouvez observer le mouvement de l'eau et sentir son courant, tout comme nous expérimentons la progression des moments dans nos vies. Alors que la rivière coule, elle emporte avec elle divers objets. Ces objets symbolisent les événements, les expériences et même les particules qui composent notre univers. Tout comme la rivière emporte ces événements en avant, le temps transporte les événements vers le futur, ajoutant sans cesse à son flux toujours grandissant. Maintenant, si nous tentions de nager à contre-courant, pour revenir à un point précédent dans la rivière, nous trouverions cela extrêmement difficile. La force du courant et la direction de son écoulement rendent presque impossible de remonter la rivière. De la même manière, la flèche du temps, gouvernée par l'entropie, rend extrêmement difficile de renverser la progression des événements et de revenir dans le passé. Bien que nous ayons des souvenirs et des enregistrements du passé, le flux réel du temps nous pousse toujours vers le futur. Tout comme nous ne pouvons pas changer le cours d'une rivière, nous ne pouvons pas non plus altérer la direction de l'écoulement du temps. Il avance inexorablement, nous transportant le long de son courant. Pour mieux comprendre le temps, imaginez-le comme une rivière qui coule avec une direction inébranlable. Cela nous aide à saisir le concept de l'irréversibilité du temps et les défis que nous rencontrons lorsque nous tentons de voyager à contre-courant de son flux naturel. Aristote, le philosophe grec ancien, considérait le temps comme un aspect fondamental de la nature. Il définissait le temps comme la mesure du mouvement et du changement. Selon Aristote, le temps est inséparable du monde physique et dépend du mouvement et de la succession des objets et des événements. Il croyait que le temps n'existe que par rapport à ces changements, soulignant la connexion entre le temps et le déploiement de l'univers. En avançant dans le temps, nous rencontrons René Descartes, le célèbre philosophe français du XVIIIe siècle. Descartes voyait le temps comme un élément essentiel de nos expériences mentales. Il proposait que notre perception du temps émerge du fonctionnement de notre esprit. Descartes affirmait que notre sens interne de la durée est la base de notre compréhension du temps, mettant en lumière la nature subjective de nos expériences temporelles. Plus tard, Emmanuel Kant, le philosophe allemand du XIXe siècle, explore la nature du temps en relation avec notre perception du monde. Il considérait le temps comme un cadre nécessaire imposé par notre esprit pour donner un sens à nos expériences sensorielles. Selon Kant, le temps est une structure subjective à travers laquelle nous organisons nos perceptions, nous permettant d'établir une compréhension cohérente du monde extérieur. Au XIXe siècle, Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand, offrait une perspective unique sur le temps. Nietzsche considérait le temps comme une construction humaine qui façonne notre compréhension de la réalité. Il soutenait que notre perception du temps est influencée par notre contexte culturel et sociétal. Nietzsche remettait en question la notion traditionnelle du temps linéaire et soulignait la nature subjective et interprétative des expériences temporelles. Avançons vers le XXe siècle, où nous rencontrons Martin Heidegger, le philosophe allemand qui a profondément exploré le concept du temps. Heidegger affirmait que notre compréhension du temps ne se limite pas à une simple mesure ou à une succession d'événements. Il proposait que le temps est le fondement même de notre existence, façonnant notre être dans le monde. Selon Heidegger, le temps n'est pas seulement une progression linéaire, mais une interaction complexe entre le passé, le présent et le futur, qui se déroule à travers notre engagement avec le monde. Qu'en est-il vraiment maintenant? La relativité de la simultanéité, telle que proposée par la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, remet en question notre notion conventionnelle des événements simultanés. En raison des effets de la dilatation du temps, un instant vécu par un observateur se déplaçant à grande vitesse peut ne pas s'aligner exactement avec celui vécu par un autre observateur dans un cadre de référence différent. Les conséquences de ce phénomène rendent impossible de déterminer de manière définitive le même moment à deux endroits différents, introduisant ainsi une ambiguïté perplexe. De plus, notre perception du présent est elle-même empreinte de complexité. Lorsque nous observons des objets ou des individus, la lumière qui atteint nos yeux transporte des informations provenant du passé, introduisant un décalage temporel entre l'occurrence réelle et notre perception. En conséquence, le concept de maintenant devient une notion localisée, une bulle dans laquelle nous existons.
Même nos observations d'objets célestes éloignés sont soumises à ce décalage, car la lumière provenant de ces objets met un temps considérable à nous parvenir. La physique moderne remet en question la vision traditionnelle du temps comme un flux linéaire. Elle révèle plutôt une interaction dynamique entre la gravité et le passage du temps. La dilatation gravitationnelle du temps, une conséquence de la relativité générale, montre que le temps s'écoule plus lentement en présence de champs gravitationnels puissants. Cela signifie que les horloges dans l'espace, où l'attraction gravitationnelle est plus faible, avancent à un rythme légèrement plus rapide que celle sur Terre. Cet effet intrigant n'affecte pas seulement le temps, mais aussi le comportement des systèmes physiques. Les machines dans l'espace peuvent fonctionner à des fréquences plus élevées, et les processus biologiques, comme la floraison des fleurs, peuvent se dérouler plus rapidement. La cause sous-jacente de cette différence temporelle réside dans l'influence de la masse. Les objets massifs, comme les planètes et les trous noirs, déforment le tissu de l'espace-temps, provoquant un étirement ou une courbure du temps. Cette dilatation gravitationnelle du temps se manifeste comme une différence dans la mesure du passage du temps entre des lieux ayant des champs gravitationnels de forces variées. En contemplant la nature du temps, nous sommes confrontés à des questions controversées qui défient notre compréhension de la réalité. Le temps passe-t-il vraiment ou s'écoule-t-il? Le présent est-il un phénomène universel ou une construction localisée? Comment l'interaction entre la gravité et le temps façonne-t-elle notre perception de l'univers? Ces questions nous poussent vers une exploration plus approfondie, nous invitant à plonger plus profondément dans l'énigme du temps. Je m'arrête et ne fais rien. Rien ne se passe. Je pense à rien. J'écoute le passage du temps. C'est ainsi que le temps nous est familier et intime. Nous sommes pris par lui, dans cette ruée des secondes, des heures, des années qui nous poussent vers la vie, puis nous traînent vers le néant. Nous habitons le temps comme les poissons vivent dans l'eau. Notre être est être dans le temps. Sa musique solennelle nous nourrit, nous ouvre le monde, nous trouble, nous effraie et nous apaise. L'univers se déploie vers le futur, entraîné par le temps, et existe selon l'ordre du temps. Dans la mythologie hindoue, le temps est comparé à la rivière du cosmos, représentée à travers la danse sacrée de Shiva. Cette danse soutient le flux de l'univers et incarne le temps lui-même, un concept qui semble universel et évident. Cependant, la réalité est plus complexe qu'elle n'en a l'air, tout comme la Terre semble plate, mais est en fait sphérique, ou comme le Soleil semble tourner autour de nous, alors que c'est nous qui tournons. La structure du temps n'est pas aussi uniforme et universelle qu'elle en a l'air. La nature du temps est un profond mystère, intimement lié à d'autres énigmes comme celle de la nature de l'esprit, de l'origine de l'univers, du destin des trous noirs et du fonctionnement de la vie sur Terre. La curiosité que suscite la réalisation que le temps n'est pas ce que nous croyons engendre de nombreuses questions. Vivons-nous dans le temps ou est-ce le temps qui vit en nous? Que signifie vraiment dire que le temps passe? Qu'est-ce qui lie le temps à notre nature en tant que personne, à notre subjectivité? Qu'est-ce que j'entends réellement quand j'essaie d'écouter le flux du temps? Peut-être que le mystère du temps est finalement plus une question de nous-mêmes que du cosmos. Si nous ne pouvons pas changer notre passé, qu'est-ce que cela dit de notre futur? Peut-être y a-t-il plus dans le concept du destin que nous ne le pensions. Est-il possible que tout et chacun ait un but, que tout ce que nous faisons et tout ce qui se passe autour de nous est censé arriver? Que le temps veut que cela se produise? Ou peut-être que le temps est plus malléable pendant qu'il se déroule, et qu'il se solidifie une fois les événements passés, ce qui expliquerait pourquoi nous ne pouvons pas l'altérer. Peut-être cela explique-t-il pourquoi, à une grande échelle, nous faisons l'expérience de la cause et de l'effet, car le futur, pour nous, ne s'est pas encore produit et est encore en train de se dérouler. Eh bien, à mesure que le temps avance, les réponses à ces questions se dévoileront progressivement, révélant les mystères de notre existence dans le temps et illuminant la connexion profonde entre le flux du temps et la nature de notre être. Cela nous rappelle que, en réfléchissant au temps, nous réfléchissons en fait à l'essence même de ce que signifie être humain. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui et je vous retrouve dans la prochaine.